Aujourd'hui, en fait, moi, je suis la première partie de la conférence en gestion privée. Donc, peut-être que vous connaissez Groupe Investor de nom, qui a récemment changé de nom pour Gestion de patrimoine IG. Moi, en fait, je suis d'une équipe de gestion privée qui est dédiée, en fait, aussi pour les ingénieurs. Donc, mon équipe, bref présentation, il y a le conseiller principal Michel Bernier, mon associé Jean-Thomas Ménard, qui cumule tout près de 20 ans d'expérience dans le domaine. Monsieur Bernier, on parle de 35 ans d'expérience dans le domaine. Et il y a moi qui a commencé ma jeune carrière en tant que planificatrice financière en 2015. Donc, aujourd'hui, en fait, on va vous parler de qu'est-ce que la gestion privée de patrimoine, pourquoi c'est important de commencer très jeune et c'est quoi la différence entre une gestion d'actifs et une gestion privée de patrimoine. Notre mission au sein de notre équipe, en fait, c'est de contribuer au mieux-être financier des gens en élaborant des stratégies d'investissement qui vont être traitées plus tard, des stratégies de remboursement de dette probablement, et également tout ce qui touche la planification financière là, et fiscale complète. Et notre vision à long terme, quand on s'engage auprès d'un client, en fait, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif financier là, à long terme. Pour ce qui est de l'ordre du jour, je vais faire ça assez rapidement. En fait, ça va être une vingtaine de minutes. Je vais faire un tour d'horizon de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre travail du jour. Et également, on va regarder une étude de cas, en fait, très simple, juste pour vous montrer c'est comment qu'on vient vous aider en tant que jeune ingénieur. Notre équipe, je vous ai parlé de mon équipe à moi, on est en gestion privée, mais à même le bureau, il y a une équipe de spécialistes, que ce soit en assurance, en hypothèque ou également en valeur mobilière. En fait, souvent, on dit des planificateurs financiers sont des généralistes, donc on connaît très bien chaque portion de la planification financière, mais des fois, pour des cas plus complexes, on fait appel à des spécialistes soit en assurance ou en valeur mobilière. À Montréal, en fait, il y a une équipe aussi de spécialistes. Là, on parle beaucoup plus de fiscalistes et d'avocats notaires qui viennent vraiment aider les clients à atteindre leurs objectifs là, plus complexes et long terme. Donc, c'est quoi notre travail, en fait? Nous, on travaille les 6 champs de la planification financière. Pour un jeune ingénieur, même si je vous dis planification successorale, probablement que ça a aucun sens pour vous. Je vous dirais que les 3 champs auxquels on travaille quand on rencontre un ingénieur, c'est vraiment la gestion du risque. En fait, vous procurez le plus grand revenu, c'est vous, en fait. Donc, c'est vraiment important de protéger votre revenu. Ensuite, planification du revenu, planification de déplacement et stratégie aussi de remboursement de dette parce que c'est inévitable. Souvent, les gens ont des dettes accumulées suite aux études. Au niveau de la planification déplacement, on est dans un ère où que les gens travaillent ou font affaire avec des robots conseillers ou des fonds négociés en bourse et ils prennent pas nécessairement le temps d'aller voir un planificateur financier. Fait que moi, je vais vous dire, en fait, c'est quoi notre travail en tant que planificateur financier. Le rendement sur du long terme est calculé de 3 façons. Vous avez le alpha, en fait, que lui, c'est vraiment la sélection de titres. Donc, sur une échelle de peut-être 15-20 ans, le fait d'avoir choisi un tel ou tel titre fait en sorte que le rendement va varier de 5 %. Au niveau du bêta, c'est est-ce qu'on est capable de réduire notre risque en sélectionnant des titres qui sont qui sont différents au niveau secteur géographique, faire des rééquilibrages, ça va faire vraiment un effet sur votre rendement sur du long terme de 7,5 à 12 % sur le rendement. Nous, notre travail, tout le monde est capable de faire ça, alpha, bêta. Notre travail, c'est vraiment le gamma. Nous, ce qu'on fait, c'est la valeur des conseils. La valeur des conseils, en fait, c'est le fait qu'on a été capable de vous réduire vos impôts à payer, qu'il vous en reste plus dans vos poches, ou que vous êtes capable de réinvestir cet impôt de moins qui a été payé. Et sur une échelle long terme, je dirais 15 à 20 ans, on est capable d'augmenter de 15 à 37 % la valeur des actifs de la personne, simplement avec la valeur des conseils, le fait qu'on était capable de vous trouver des stratégies, on a remboursé votre dette plus rapidement ou moins rapidement pour telle et telle raison. Donc, c'est vraiment ça notre travail, en fait. Quand on rencontre un ingénieur, je vous dirais que notre équipe, on a aux alentours de 800 clients.
je vous dirais 30 à 40% sont issus d'une clientèle de professionnels comme vous, en fait. Puis, donc, on a créé un processus assez rigoureux quand on rencontre un premier ingénieur. Vous savez, probablement que vous vous trouvez ici, vous êtes sur le point de rentrer sur le marché du travail, vous êtes peut-être en appartement ou déjà en maison, ou vous avez un projet d'achat de maison, vous avez cumulé peut-être des dettes. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir jour 1 quand on sort des bancs d'école? En fait, nous, c'est très important, on établit le budget. Donc, on revient à la base, c'est très simple. Combien qui rentre d'argent par mois, combien qui en sort, puis avec ça, on est capable de créer des stratégies. Par la suite, on fait vraiment un portefeuille d'assurance. Donc oui, c'est important d'avoir un portefeuille de placement, mais souvent les gens mettent l'assurance de côté en se disant, ben, je suis jeune, je suis en santé, j'ai pas vraiment besoin de ça, ou à mon travail, on en a déjà. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment une analyse de ce que vous avez, parce que je vous dirais que 90% des gens sont sous-assurés, et une fois qu'ils vieillissent, le coût est beaucoup plus élevé, ou ils sont plus assurables pour X raisons à cause d'un état de santé qui s'est dégradé rapidement. Donc, établir les priorités, comme je disais, si on revient à la base, la première question qu'il faut se poser, c'est combien me coûtent les dettes? À chaque mois, le coût des intérêts, c'est quoi qui en sort de vos poches au niveau des dettes? Est-ce que c'est rentable de rembourser notre marge de crédit avant d'investir ou on attend en fait pour investir? Souvent, les gens vont dire, ben, je préfère vider ma marge de crédit, ensuite je prendrai le temps d'investir. Est-ce que ça, c'est un coût qui va être négatif pour vous ou ça va être une bonne stratégie? Donc, nous, on regarde tout ça. Est-ce que vous profitez des déductions de votre prêt étudiant? Parce qu'un prêt étudiant, par exemple, à 3,7 % n'a pas le même effet qu'un prêt étudiant qu'on déduit d'impôts qui ressemble à du 2,5 % en fait sans les impôts, avec la déduction d'impôts, pardon. Donc, c'est tout ça, ça a vraiment un impact différent. Entre 3,7 et 2,5, la stratégie n'est pas la même. Ensuite, comment on génère de la liquidité en investissant? Donc oui, c'est intéressant d'aller investir en REER, mais on sait qu'une fois que c'est en REER, le seul moyen d'en sortir, c'est soit à la retraite ou peut-être pour acheter une maison. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie d'avoir un fonds d'urgence ou de générer de la liquidité en investissant dans d'autres véhicules fiscaux? Donc, combien qu'on investit par mois? Et qu'est-ce qu'on fait du fameux retour d'impôt? Est-ce qu'on va voyager ou on le réinvestit? Ou on applique ça sur la marge de crédit. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde. Ici, je trouve ça drôle, en fait, c'est simplement pour imager le fait qu'on attende de rembourser la marge de crédit ou pas. Ici, on a un jeune de 22 ans, il a mis 2 000 $ par année de 22 à 30 ans. Donc, il a mis 18 000 $, point. Avec un rendement égal à l'autre personne, on parle à 65 ans d'une valeur possible de 330 000 $. Il a simplement investi 18 000 $. La personne à côté, peut-être qu'elle a eu d'autres obligations financières, peut-être qu'elle a remboursé ses dettes ou peu importe. Elle a commencé à investir seulement à l'âge de 31 ans. Elle a mis 2 000 $ par année, mais elle a soutenu ce 2 000 $-là jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, elle a investi 70 000 $. Donc, 52 000 $ de plus net d'impôt, en fait. C'est vraiment 52 000 $ de plus. La valeur est la même. Donc, vous voyez, l'effort financier, quand on commence plus jeune, l'effort financier est vraiment moindre. C'est très important de regarder est-ce que c'est mieux de commencer tout de suite ou on attend un peu plus. Donc, ça, c'est vraiment les stratégies de remboursement de dette. Tout à l'heure, je vais vous montrer une étude de cas, juste simplement pour vous montrer comment on génère la liquidité rapidement, sans nécessairement plus s'endetter. Ensuite, planification des placements, le portefeuille d'assurance, pardon. On ne le dira pas assez, c'est primordial d'avoir une assurance vie, maladie grave, invalidité, parce que vous êtes jeune, assurez-vous, pour le restant de vos jours, vous allez pouvoir transformer vos assurances, mettre de l'épargne dans vos assurances sans passer d'autres tests d'assurance. Donc, la santé que vous avez aujourd'hui va rester dans votre dossier toute votre vie. On ne fera plus de tests de santé. Le coût de prime va simplement être sur l'âge que vous avez et non sur l'état de santé. Donc, c'est vraiment important. Ici, des statistiques que j'aime bien, en fait, qu'on soit un homme ou une femme à l'âge de 25 ans, qu'on ne fume pas, qu'on en bonne santé, les chances qu'on soit atteint d'une maladie, qu'on décède ou qu'on soit invalide avant l'âge de 65 ans est près de 50 %. En fait, il est plus de 50 % pour chaque personne. Donc, si on a une chance sur deux d'être touché par une de ces maladies-là,
je pense qu'on prend le temps d'avoir au moins un portefeuille d'assurance, du moins une partie pour si le budget est restreint. Ça, juste pour imaginer, je trouve ça drôle parce que souvent, les gens vont s'acheter des voitures, disons, 25 000 25 000 d'une belle voiture avec de la belle couleur, noir, sport. Ils vont tout de suite l'assurer sans penser, dire, est-ce que je devrais ou pas, ma voiture a le pas de kilométrage, donc normalement, tout devrait bien aller. On assure tout de suite la voiture. Vous générez, jour 1 de votre sortie d'école, par exemple, un 50 000 de revenus ou 60 000 de revenus jusqu'à l'âge de 65 ans. Quelqu'un de 26 ans qui va gagner à l'âge de 26 jusqu'à l'âge de 65 ans 60 000 par année, inflationné, ça c'est sûr. Vous générez tout près de 7 millions de revenus bruts. Donc, on assure quelque chose de 25 000, mais on n'assure pas quelqu'un qui génère 7 millions de revenus. Juste pour vous donner une idée, si vous travaillez dans une entreprise que votre patron vous achète une machine de 7 millions pour, je ne sais pas, au niveau du génie, est-ce que le patron va assurer la machine? Ça, c'est inévitable. Donc, pourquoi on ne s'assure pas notre capacité de générer du revenu? Plus qu'on augmente en revenu, plus que c'est sûr que la capacité de générer du revenu augmente. Par exemple, si on gagne 100 000 toute notre vie, on parle de 10 millions de revenus bruts qu'on va générer au fil de nos vies. Donc, nous, quand on regarde votre plan financier, on a fait les placements, on a regardé c'est quoi est-ce que c'est plus avantageux de rembourser la dette ou pas. On met des stratégies d'épargne également. Par la suite, portefeuille d'assurance. Donc, si la personne dit, moi, j'ai pas besoin d'assurance, on dit, combien de temps tu es capable de survivre en touchant tes économies si toutefois il t'arrive quelque chose? Donc, souvent, les gens, là, c'est vrai qu'à chaque paye, moi, il en reste pas ben. C'est pour ça qu'on prend des assurances, en fait. Si vous avez déjà des assurances au travail, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une assurance privée? Donc, nous, on vient vraiment analyser ce que vous avez déjà. On ne vient pas vous surassurer, on veut seulement le manque à gagner. Donc, vos coûts d'assurance net des assurances privées n'est pas nécessairement élevé. Souvent, les gens pensent qu'ils vont mettre tout leur budget aux assurances puis seront plus capables d'investir. C'est très faux. En fait, en bas de 1 000 $ par année, on est capable de s'assurer pour les 3 vie, maladie grave, invalidité. Puis, on ne se casse plus la tête pour le restant de nos jours. Combien on doit prévoir par mois pour notre portefeuille d'assurance? Est-ce que c'est 10 % de notre paye, 5 %, 30 %? Donc, nous, on regarde tout ça. Et si vous décédez, qui paiera vos dettes? Est-ce que le bénéficiaire, c'est la banque ou c'est votre succession qui est bénéficiaire de vos dettes? C'est quand même une bonne différence parce que si la banque est bénéficiaire, en fait, votre succession ne touchera à rien. Donc, c'est quand même important de vérifier ça puis de faire les arrangements s'il faut. Donc, la vie temporaire, nous, ce qu'on commence, on commence avec une assurance bidon, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, une assurance simplement pour protéger votre assurabilité future. Donc, on met soit un temporaire 10 ans, ce qui veut dire pendant 10 ans, vous avez la même prime. Par la suite, il y a une augmentation qui est calculée là, à la signature du contrat. Donc, vous savez exactement combien vous allez être augmenté et il n'y a pas de test de santé par la suite. Donc, c'est vraiment pour remplacer le revenu ou payer les dettes. Par la suite, en invalidité, ça c'est plus au niveau, vous avez plusieurs protections. En fait, on peut prendre des protections d'inflation contre l'inflation, mais on regarde ça vraiment pour l'assurance privée, un petit montant. Et la maladie grave, ça je pense c'est le plus important. En fait, une personne sur 2 va être atteinte de maladie grave au cours de sa vie. C'est un montant que vous choisissez. Souvent, on dit 1 année, 1 année et demie de revenus, que si toutefois vous avez une maladie grave, on vous donne ça sans impôt. Donc, vous n'êtes pas toucher vos économies. Vous êtes capable de pas vous casser la tête si vous êtes atteint d'une maladie grave. Et c'est très abordable compte tenu de votre âge puis vos statistiques. En fait, l'assurance, ça fonctionne avec les statistiques. Les plus jeunes ont moins de chances. Mais si vous la prenez jeune, rendu à l'âge de 40, 50 ans, c'est là qu'il pourra avoir des problèmes. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on vient peut-être accélérer le remboursement de dette. La base est faite. Par la suite, vous êtes en mesure d'avoir votre capital de croissance pour la retraite. Parce que, comme vous vous rappelez tantôt, les 6 champs de la planification financière, il y avait
l'onglet retraite. C'est sûr qu'à l'âge de 25 ans, on n'a pas le goût de penser à la retraite. On n'a pratiquement pas commencé sur le marché du travail. Mais indirectement, c'est très important d'y penser quand même moyen terme. Puis nous, on vient travailler ça sans même que vous en rendez compte. Donc, le fait d'avoir commencé une bonne base avec les stratégies que vous avez mis en place, qu'on a mis en place, on est capable d'accélérer la croissance de votre capital, puis votre effort financier est vraiment moindre que si quelqu'un avait commencé à 30 ou 40 ans à épargner. Par la suite, peut-être que vous allez avoir des objectifs différents. Donc, nous, on vient tout revoir ça. Mais, comme je vous dis, la base est faite, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, peut-être la planification familiale, rendue à l'âge de 30-40 ans, c'est peut-être dans les moments qu'on veut fonder une famille. Donc, planification familiale, les assurances-vie, le besoin d'assurance-vie n'est pas le même quand on a une famille ou non, mais heureusement, vous avez commencé à avoir des assurances jeunes, donc vous pouvez changer vos assurances sans même avoir passé aucun test. C'est simplement une petite signature de papier, là, c'est vraiment pas compliqué. Les prêts hypothécaires également. Donc, tout arrive en même temps à un certain moment, mais le fait que vous avez commencé jeune, le processus est plus simple. Par la suite, est-ce que là, on réévalue au niveau de l'hypothèque? Est-ce que c'est mieux de rembourser plus rapidement, moins rapidement? Donc, c'est tout ça qu'on va réévaluer. Et on essaie d'atteindre l'autonomie financière le plus tôt possible. Mais le fait que vous avez fait votre effort financier quand vous étiez jeune, c'est vraiment plus simple à ce niveau. Donc, on revient sur les 6 champs de la planification financière. Planification des placements, lorsque la base est faite, on refait ensuite le profil d'investisseur pour être sûr peut-être que vos objectifs ont changé. Plus jeune, vous étiez beaucoup plus le court terme parce que vous vouliez peut-être acheter une maison. Là, on est rendu vraiment sur l'accumulation d'actifs, la croissance du capital au niveau de la retraite. Donc, le profil d'investisseur va être différent. Peut-être vous allez être plus dynamique. En fait, ensuite, on fait une gestion plus active de vos placements. Donc, le fait que vous avez commencé jeune, vous êtes rendu à un capital assez intéressant à l'âge de 40 ans. Et en partenariat avec Groupe Investisseur, vous êtes capable d'aller avec des fonds qui appellent profil. En fait, c'est de la gestion privée. Donc, les gens qui ne font pas partie de Groupe Investisseur doivent avoir un actif d'au moins 750 000 pour investir dans ces fonds-là. Vous avez commencé jeune, vous êtes arrivé à l'âge de 40 ans, par exemple, avec 250 000. Vous pouvez investir dans ces fonds-là. Donc, la gestion est beaucoup plus active. Le niveau de risque est moins élevé, en fait, parce que c'est des partenariats externes et chaque gestionnaire de portefeuille a des philosophies de placement différentes, donc un très bon équilibrage au niveau de vos placements. Ensuite, est-ce qu'on met tous nos efforts dans le REER, dans le CELI, ou on garde quand même du non-enregistré? Parce que vous savez, le non-enregistré, c'est de la liquidité. C'est souvent les gens ils vont prioriser de remplir les REER, les CELI, mais ils ne pensent pas non plus au non-enregistré, mais il y a des avantages d'avoir du non-enregistré parce qu'on peut déduire les frais de conseil dans du non-enregistré. Ensuite, étant donné que vous avez pris une assurance plus jeune, vous pouvez maintenant transformer votre assurance vie en assurance vie permanente, en fait, donc qui ouvre la porte à une épargne dans une assurance. Souvent, les taux sont connus à chaque année des compagnies d'assurance. Hier, je lisais que le prochain taux d'une compagnie d'assurance est de 6,25 pour la prochaine année. Donc, c'est pratiquement 6,25 de rendement garanti. C'est quand même très intéressant compte tenu la bourse là, ces temps-ci. Donc, vous n'avez pas à passer d'autres tests. Vous transformez aussi simple que ça et on peut faire de l'épargne à 6,25 %. Et on s'assure, c'est sûr, de maximiser toutes les subventions. Comme je disais tout à l'heure, ça ici, c'est vraiment les partenaires au niveau des fonds de profil. Donc, c'est vraiment, quand les gens ont atteint un certain niveau, on parle de 250 000, on a le droit d'aller investir là. Donc, vous pouvez commencer quand même jeune à investir dans ces fonds-là, étant donné que vous avez mis en place des stratégies d'épargne plus jeunes, en fait. Donc, on parle Jarislowsky Fraser, Lazard, JP Morgan. Donc, c'est tous des fonds externes qui sont vraiment plus gestion privée, en fait. Gestion du risque, notre onglet. Comme je disais, on transforme notre assurance sans passer d'autres tests. Planification de la retraite, c'est quel véhicule d'épargne qu'on utilise pour la retraite? Combien vous allez avoir de besoin? C'est quoi le chiffre magique maintenant? Est-ce que c'est 1 million à avoir la retraite ou c'est 1,5 ou 500 000? C'est suffisant. Donc, nous, on évalue c'est quoi le montant que vous allez avoir besoin pour votre retraite, malgré que vous êtes jeune, mais l'effort financier va être moindre.
Ensuite, c'est quoi la séquence de décaissement? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et c'est sûr, on maximise toujours tout ce qui est au niveau de la fiscalité pour qu'il vous en reste plus dans vos poches. Par la suite, vous allez pouvoir l'investir dans vos placements. Rapidement, étude de cas, juste pour vous montrer c'est quoi le type de clientèle qu'on a, c'est avec comment qu'on travaille en fait. Donc, profil du client, j'ai un jeune de 24 ans qui a accumulé 1 000 $ en CELI tout simplement pour fonds d'urgence en fait. Il a passif, il a 20 000 $ en marge et il veut voyager. Donc, on le comprend, il a étudié toute sa vie, rendu à l'âge de 24-25 ans, on veut voyager, on veut en profiter. Nous, on n'est pas là pour vous dire non, voyage pas parce qu'il faut investir. À l'inverse, on vous encourage, puis on va travailler avec le restant du budget. Donc, les objectifs du client, le client voulait s'acheter une maison dans les prochaines années, il n'y avait pas nécessairement de date prédéfinie, mais on parle d'un horizon de moins de 5 ans. On veut établir un fonds d'urgence, parce que son 1 000 $ pour lui, c'est pas assez. Si toutefois il arrive quelque chose ou il veut partir en voyage, il va avoir un fonds d'urgence liquide. Et en même temps, il veut rembourser ses dettes. Donc, lui, son but, c'était de pas nécessairement avoir de dettes jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, il veut s'en départir. Et on va protéger son assurabilité future avec un portefeuille d'assurance parce qu'il n'y a pas d'assurance sauf celle du travail. Et bien sûr, voyager. Donc, le processus, nous, qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, comme je disais, on revient vraiment à la base. Donc, on établit le budget, on vérifie combien qui rentre dans le mois, combien qui en sort, et on vous dit pas, nous, pour faire un plan financier, il nous faut tant. On travaille avec ce qui vous reste dans vos poches. Avec ça, nous, on est capable de créer quelque chose. Donc, on ne travaille pas à l'inverse. En fait, c'est pas nous qui va décider combien qu'on va venir prendre dans vos poches. C'est vraiment l'inverse. Ensuite, on établit les stratégies d'épargne et de remboursement de dette. On fait une analyse de besoins du portefeuille d'assurance. Puis, par la suite, on optimise la valeur nette avec une stratégie de prêt réel. Donc, on crée de la liquidité rapidement. Donc, le plan financier, nous, on vous remet à chaque client, on remet vraiment un plan financier papier. Là, c'est vraiment juste une petite feuille, juste pour vous expliquer rapidement la stratégie. Donc, on a le revenu du salaire du client, en fait 55 000 $ par année. Selon les normes, là, on parle de 2 à 3 % d'augmentation par année pour les ingénieurs. Donc, on a mis ça. Ensuite, on fait un prêt réel de 5 000 $ pendant 5 ans. Et le retour d'impôt, on le met directement sur la marge de crédit. Donc, le client avait 24 000 $ de dépenses par année, donc 2 000 $ par mois. Il veut continuer à voyager, donc on lui met un budget de 3 000 $ par année. Ensuite, le prêt réel, on le rembourse à chaque année. C'est quand même une dette. Donc, on rembourse le prêt réel, mais on applique juste ici le retour d'impôt sur la marge de crédit. Par ailleurs, on met aussi des stratégies d'épargne mensuelle CELI, REER, 150 dans le REER, 125 dans le CELI. La cotisation, tout ce qui est cotisation régie des rentes, là, c'est calculé également. Tout ce qui est impôt, c'est calculé. Donc, on ne travaille pas juste avec le brut, on dit que ça devrait passer à la fin du mois. On sait vraiment exactement combien il en reste à la fin du mois. On fait un portefeuille d'assurance. Dans ce cas-ci, le client avait très, très peu d'assurance avec l'employeur. Donc, c'est sûr que le montant est un petit peu plus élevé, mais il y avait aussi une assurance avec remboursement de primes. Donc, ça, c'est un petit peu plus cher. Simplement que si la personne n'est pas atteinte d'une maladie grave dans les 15 prochaines années, on lui rembourse les primes. Donc, c'est une stratégie un peu d'épargne également, mais c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Comme je disais, tous les impôts ont été calculés, les crédits d'impôt également. Donc, le fait que vous avez un prêt étudiant, on calcule exactement c'est quoi le coût net de ce coût-là. Et il vous reste dépenses excédentaires. En fait, c'est tous les revenus, toutes les stratégies qu'on a mis en place, les remboursements de dettes, les impôts, le voyage, combien normalement il devrait en rester. Nous, on ne travaille pas pour qu'il en reste 0 à la fin de l'année parce qu'on sait qu'il arrive n'importe quoi dans une année. Donc, si on est capable d'avoir un 5 000 $ de lousse par année, on a du jeu. Donc, si toutefois si toutefois il arrive quelque chose, on peut augmenter la stratégie, on peut rembourser plus rapidement la dette. Donc, on a du jeu à chaque année quand on fait notre mise à jour. Tout ça pour vous dire que à l'âge de 24 ans, le client avait une valeur nette de moins de 20 000. Avec les stratégies qu'on a mis en place, l'année suivante, on parle de 5 000 $ en valeur nette négative. Et troisième année, on transforme la valeur nette
négative en positive avec plus de 5 000 $. Et à l'âge de 30 ans, donc moins de 5 ans plus tard, le client a un actif de 56 000, une valeur nette de 49 000. Donc, il reste quand même une dette, mais au moins, il y a les actifs nécessaires pour s'acheter sa maison. Et au niveau de la cote de crédit, c'est très intéressant parce que le client a des actifs et a mis des stratégies de remboursement de dette en moins de 5 ans. Donc, pour avoir une hypothèque, pour avoir un taux d'intérêt intéressant, le client va très bien passer aux yeux du service bancaire. Donc, on est là pour répondre à toutes vos questions. En fait, comme je disais, nous, c'est vraiment les 6 champs de la planification financière, que ce soit planification des placements, planification du revenu, gestion du risque, planification fiscale, tous les crédits d'impôt auxquels vous avez le droit, on travaille ça avec vous. Planification de la retraite également, indirectement, on la travaille sans même que vous en rendez compte. Le client, lui, a investi en REER. Il y a une partie, il y avait, je reviens là, 42 000, si je ne me trompe pas, en REER. Donc, une partie pour râper 25 000 maximum. Le reste, ça dort là jusqu'à la retraite. Puis votre effort financier va être le moindre. Et finalement, planification successorale, j'en parle quand même parce que on est dans une génération où nos parents ou nos grands-parents ont mis l'emphase sur tout ce qui est succession. Donc, probablement que vous êtes dans une génération sandwich, peut-être que ça va vous arriver, mais c'est des rentrées d'argent qui peuvent arriver assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Est-ce qu'on met tout ça en placement garanti ou non? Donc, c'est ça qu'on vérifie. Merci. Veux-tu leur demander s'il y a des questions? Des questions? Non? Tout est beau? Oui? Pardon? Moi, en fait, je viens de Québec. Sinon, on a des bureaux, mais j'ai une clientèle à Montréal, bien sûr. On a des bureaux directement sur la tour Transat, en fait. Ouais. On a des bureaux partout au Québec. On en a à Boucherville, on en a à Drummondville. Moi, c'est sûr que mon bureau mère est à Québec, mais étant donné qu'on a, comme je vous disais, on a une clientèle de 800 clients, je suis amenée à faire beaucoup de trajets. Il y a des journées que je passe 2 jours ici, 2-3 jours à Montréal, simplement pour faire des rendez-vous. Donc, c'est pas un problème. Tout est beau? Oui? Excuse-moi, j'ai mal compris. Vous parlez quelque chose sur la retraite, Oui. Scénario qu'une personne commençait à planifier pour son retraite à 24 et à la retraite à 75, parce que c'est alors 40 ans d'années de savings. Ouais. Alors, est-ce que vous comptez quelque chose comme l'inflation, l'intérêt, si je vais prendre des mortgages pour acheter une maison, quelque chose comme ça? Est-ce que ça... Oui. Ben, en fait, la retraite, nous, on calcule, on vérifie avec le client, c'est quoi le temps qu'il voudrait prendre sa retraite. Souvent, il y a des gens, moi, j'ai des clients que s'ils peuvent arrêter à 50 ans, ils le feraient. Donc, on vérifie c'est quoi votre besoin. Et toutes les dépenses, nous, on met une inflation de 2,5 % par année. Au niveau du revenu également. Donc, par la suite, si vous avez, on se transfère, par exemple, en 2040, vous avez des revenus de Rigidérante de 40 000. C'est pas 40 000, en fait. Il faut diviser par le taux d'inflation pour savoir c'est quoi en date d'aujourd'hui, c'est quoi le montant que ça représente. Parce que souvent, les gens disent, ben, si je regarde juste la Rigidérante, la pension sécurité vieillesse et mon REER, on parle de 60 000 de revenus, mais c'est pas 60 000, c'est peut-être 30 000 de revenus en date d'aujourd'hui. Fait qu'on vérifie ça. Est-ce que ça répondait à... Oui, je m'inquiète parce que je voudrais commencer quelque chose. Je voudrais commencer un emploi par la prochaine ministre. Je suis 33 ans maximum. Je suis nouveau arrivant au Canada. Ça, c'est pourquoi c'est des choses qui me viennent à ma tête. Aussi, tu peux prendre une copie de cette
diapositive Oui, après. il n'y a aucun problème. En fait, ça a été une diapositive qui a été faite, disons, maison là, par notre équipe, mais il y a une diapositive faite vraiment par le groupe Investor. Ça, c'est au niveau conformité, dans que c'est quand même une grosse boîte. On peut simplement vous envoyer ce qui est fait par la maison groupe Investor. Mais c'est la même chose, c'est juste que les diapositives sont différentes. Là. Alors, où je trouve le? Moi, je vais vous l'envoyer. Merci à vous. Merci. Oui. En fait, l'offre de service est de zéro. De 0 $, vous n'avez pas à débourser. Le seul frais, nous, par où qu'on est payé, c'est sur le frais de gestion, donc à même le rendement. Je m'explique. En fait, si vous avez sur votre relevé de placement un rendement de 4 % par exemple, le frais a été pris. On parle de frais de conseil de 0,88 et plus un frais de gestion de 1,10 environ, donc un peu moins de 2 % de frais de gestion. C'est plus élevé que, par exemple, les fonds négociés en bourse ou ce qu'on trouve directement sur Internet, sauf, comme je disais, c'est vraiment la valeur des conseils au niveau de l'économie d'impôt. Si je vous fais économiser 1 000, 2 000 $ par année, ça, c'est directement dans vos poches, c'est du frais que vous n'avez pas à débourser. Tout. Je vais laisser des petits feuillets. Si toutefois, il y a des gens qui veulent poser des questions, peu importe, juste écrire un petit courriel, puis moi, je répondrai sans problème. Là, ou si ça vous intéresse aussi de nous rencontrer, là, il n'y a aucun problème, je vais tout laisser ça. Merci. Bonjour tout le monde. Entendez bien? Je vous souhaite la bienvenue à cette partie de la conférence qui s'intitule « Jeunes ingénieurs, comment atteindre le succès en début de carrière ». Je pense qu'on est dans une des périodes les plus excitantes de l'histoire de l'humanité. Êtes-vous d'accord? C'est la 4e révolution industrielle qui commence et vous-même, vous êtes dans une période très excitante de votre vie, c'est-à-dire vos études. À la fin de vos études, vous allez entreprendre la plus grande aventure de votre vie, votre carrière. Fait que ça va être très intéressant. Vous savez que vous allez avoir un très grand impact dans les années qui s'en viennent parce que vous allez être les constructeurs de demain. Alors, j'aimerais ça vous entretenir sur votre réussite après vos études, mais pas seulement votre réussite personnelle, votre réussite professionnelle également. Je m'appelle Pierre Dussault, je suis coach et consultant en leadership et gestion. Je suis un gradué de l'ETS en génie de la construction. Lorsque j'ai gradué en 1996, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités dans le domaine de la construction et dans le domaine du génie conseil, mais j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans le domaine des télécommunications, où j'ai œuvré pendant 18 ans pour 3 compagnies. Et durant ces 18 années-là, j'ai changé 14 fois de poste. C'était toujours des nouveaux postes qui étaient en dehors de ma zone de connaissance et en dehors de ma zone de confort. Fait que ça m'a permis, en quelque part, de devenir un expert dans la gestion du changement. Et puis en 2012, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'était d'aider les gens à grandir dans leur carrière. Alors, je me suis inscrit à un cours de coaching. Et puis, pendant que je faisais mon cours de coaching, je me suis posé la question, est-ce que je devrais continuer à faire du génie et de la gestion ou me lancer à temps plein dans le coaching en devenant entrepreneur pour aider les gens à grandir dans leur carrière? Et puis finalement, l'attrait de l'entrepreneuriat et du coaching a été plus fort. Donc, je me suis lancé en 2014 dans ma carrière de coach. J'ai 2 grandes passions dans la vie. La première, c'est de comprendre l'évolution de l'être humain, autant d'un point de vue anthropologique depuis que nous sommes des chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, que durant la vie d'un individu, de la naissance à la mort. Présentement, ce que je fais avec ma compagnie, j'ai ma compagnie qui s'appelle Dussault Leadership et Gestion. Je fais du coaching et de la consultation auprès des ingénieurs, des gestionnaires. Et je travaille également avec RHR Expert, qui est une firme de consultation. Puis avec cette firme-là, on travaille plus au niveau organisationnel. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on aide ces compagnies-là, ces gens-là à atteindre plus de succès. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, mon but, c'est de vous aider à avoir un bon départ après vos études pour que vous puissiez acquérir les connaissances qui vont vous aider à avoir plus de succès rapidement.
Alors, on va y aller sans plus tarder. Je pense que la chose la plus importante à comprendre, c'est que vos études en génie vous préparent très bien pour certains aspects de votre carrière, notamment les aspects techniques. Il y a certains autres aspects de votre carrière pour lesquels vous ne serez pas très bien préparé. Et dans tous les autres aspects de votre vie, il n'y a pas vraiment de préparation. J'aime ça utiliser la métaphore des sports. L'université, c'est un peu comme les lignes mineures, un camp d'entraînement. Après ça, vous allez accéder aux lignes majeures, puis c'est là que vous allez rencontrer vos plus gros défis. Et la marche entre le camp d'entraînement et les lignes mineures et les lignes majeures est vraiment élevée. Alors, j'aimerais ça vous aider à ce niveau-là. Êtes-vous prêt à entendre qu'est-ce que ça va vous nécessiter pour avoir du succès dans votre carrière? La première chose que j'aimerais vous parler, ce sont les besoins de l'ingénieur de nos jours. J'ai fait quelques recherches à ce niveau-là. Et puis l'Association Pascaline, qui est une association française qui compte environ 85 établissements, dont plusieurs écoles de génie, ils ont dit « Aujourd'hui, les compétences en technologie et numérique ne suffisent plus. » Également, James Plummer, qui est un ancien professeur et doyen de l'école d'ingénierie de Stanford, a dit « Les ingénieurs auront autant besoin d'une plus grande exposition aux arts libéraux et de compétences de vie qu'ils auront besoin de profondeur technique. » Un très bel exemple de ça, c'est Steve Jobs. Je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire de Steve Jobs. Je vous recommande très fortement d'aller voir sur YouTube le commencement speech qu'il a fait à l'Université Stanford, dans lequel il parlait de 3 choses importantes de la vie. Une de ces choses, il a appelé ça « connecting the dots », c'est-à-dire la capacité de regarder dans son passé pour voir comment toutes les expériences de vie qu'on a eues peuvent nous aider dans le présent. Donc, Steve Jobs, son histoire, c'est qu'il a commencé ses études en art. Il a étudié en art pendant 1 année. Après ça, il avait l'impression d'aller nulle part, donc il a abandonné l'école, il a abandonné l'université. Il a décidé d'aller en Inde, où il a pratiqué le zen bouddhisme pendant quelques années. Et ensuite, il est retourné aux États-Unis, puis là, il avait l'impression qu'il avait perdu tout ce temps-là. Il ne savait pas où il s'en allait dans la vie. Finalement, il a fondé Apple avec Steve Wozniak. Et plusieurs années plus tard, il s'est rendu compte que ses études en art, son expérience de le zen bouddhisme l'aidait dans la conception de ses produits, dans le développement de ses produits et dans la gestion de la compagnie. Donc, ça, c'est un très bel exemple. Donc, les gens qui veulent voyager, s'ouvrir l'esprit, c'est une très bonne stratégie pour aller chercher d'autres connaissances. Une bonne citation de Winston Churchill qui dit à ce propos, qui dit « Plus vous regardez loin dans le passé, plus vous serez en mesure de voir loin dans le futur. » Moi, je peux vous dire que cette chose-là s'est appliquée à moi parce que, comme je vous disais, j'ai changé 14 fois de poste. Ça m'a aidé à aller chercher beaucoup d'expériences différentes. Et puis, finalement, je suis passé du génie de la construction, j'ai travaillé en télécom, puis finalement, je suis devenu coach. Quand on regarde ça, on se demande c'est quoi la logique là-dedans, surtout de passer d'ingénieur à coach. Mais moi, quand je regarde ça, toutes ces expériences-là m'ont servi. Donc, éventuellement, toutes les expériences que vous allez faire dans votre vie vont vous servir éventuellement à devenir la personne que vous allez devenir. Toujours dans les besoins de l'ingénieur, toujours avec l'association Pascaline, ils ont dit si l'acquisition des compétences dans la gestion des organisations est très largement assurée, c'est moins le cas en ce qui concerne la dimension du développement personnel. En fait, dans votre carrière, vous allez rencontrer des défis qui vont vous faire prendre conscience de vos lacunes. Face à ces lacunes-là, vous allez aller chercher des formations comme ici à ETS Formation ou au HEC, pour augmenter vos capacités, par exemple, en gestion de projet ou ces choses-là. Par contre, du côté développement personnel, ce n'est pas aussi évident. Et puis, l'École d'ingénieurs Paris-La Défense, ils ont dit les compétences dans le domaine du développement personnel ne sont développées que dans 59 des cas en tronc commun. Alors, dans les prochaines diapositives, je vais beaucoup élaborer là-dessus. Quelles sont les compétences, d'après vous, qui sont requises pour avoir du succès dans votre carrière? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je vais vous proposer 6 compétences de base que si vous faites l'acquisition de ces compétences-là et vous les maîtrisez, ça va faire une très grande différence.
Premièrement, la gestion des finances. Aujourd'hui, le but de la conférence avec Rosalie, c'est de parler de la gestion des finances. Donc, moi, ce que je veux vous parler, ce n'est pas nécessairement ce que Rosalie fait, c'est plus d'avoir une discipline, avoir un budget, ces choses-là. Et puis, quand c'est le temps de placer, bien, on fait affaire avec des spécialistes comme Rosalie. Rosalie a un bac en finance, donc elle a étudié 3 ans là-dedans. Elle a plusieurs années d'expérience. Et moi, je peux vous dire, je suis retourné aux études à l'âge de 28 ans pour faire mon bac. J'ai gradué à 32. Avant que je gagne des salaires décents, j'avais environ 35 ans. Puis à l'âge de 48 ans, quand j'ai fait ma transition vers le coaching, j'avais atteint un niveau de sécurité financière qui me permettait de faire ça. Quand vous écoutez les nouvelles et qu'ils parlent des compagnies comme Google, Apple, et qui parlent de leurs résultats financiers, quelle est la chose qu'ils disent qui fait la différence sur ces compagnies-là? C'est le cash flow. Ces compagnies-là ont un cash flow énorme. Donc, le cash flow, c'est notre capacité d'avoir des liquidités. Et ça amène énormément de liberté. Donc, vous, les jeunes qui voulez voyager, qui voulez vous bâtir une belle vie, je pense que la stratégie que tu as montrée tantôt, ça prouve que quand on a une bonne stratégie et un plan assez tôt dans notre vie, ça nous permet d'atteindre une certaine liberté financière qui va vous permettre beaucoup de flexibilité. Fait que ça, c'est très, très, très important. La deuxième chose, c'est le leadership. Le leadership, la définition la plus simple, le leadership, c'est de l'influence. L'influence qu'on a sur soi-même, l'influence qu'on a sur les autres. La maîtrise de soi, c'est très important. Identifiez vos valeurs pour vous assurer de vivre en fonction de vos valeurs. Identifiez votre vision. La vision, en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre carrière et vivre en fonction de ça. La gestion des émotions. Selon beaucoup de spécialistes, c'est ce qu'on appelle communément l'intelligence émotionnelle. C'est un des facteurs les plus importants pour la réussite. Pourquoi? Parce que vous allez faire face à énormément de stress, autant dans votre carrière que dans votre vie privée. Et plus on est en mesure de gérer nos émotions, plus on va avoir de résultats. La prise de décision. C'est une chose qu'on fait couramment dans la vie, c'est prendre des décisions. À tout moment, on prend des décisions. Et souvent, il y a des petites décisions anonymes qui peuvent conduire à des résultats catastrophiques à long terme. Par exemple, les gens qui fument la cigarette. Ça a l'air de rien fumer 5 ou 10 cigarettes par jour. Et si on a le cancer dans 20 ans, ça peut être catastrophique. Des mauvaises décisions financières, s'acheter, je ne sais pas, je donne un exemple, aller au restaurant tous les jours au lieu de se faire un lunch. Ça a l'air de rien, mais à long terme, ça peut faire un très gros impact au niveau des finances. La communication. Moi, je peux vous dire que dans mon travail de coach et consultant, tant au niveau individuel qu'organisationnel, le plus gros problème qu'on rencontre dans les entreprises, c'est la mauvaise communication ou le manque de communication. Donc, plus vous allez être bon en communication, plus vous allez avoir de résultats autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Et dernièrement, je vous parlerai de la gestion du temps et du volume de travail. Non seulement du volume de travail, mais de toutes les choses que vous avez à gérer dans votre vie. Si vous avez une excellente gestion de ces choses-là, ça va vous aider à être plus calme et en contrôle, parce que la plupart des gens se sentent débordés et anxieux de nos jours parce qu'ils ont trop de choses qui se passent dans leur vie. Alors, quand on a une très bonne gestion de ces choses-là, ça nous permet de mieux gérer, gagner du temps, avoir plus de temps pour nos loisirs. Un bon modèle pour faire l'acquisition de ces compétences-là, ça s'appelle le modèle Dreyfus d'acquisition des compétences. C'est qu'en fait, quand on fait l'acquisition de compétences, on commence, on est novice, on ne connaît pas très bien les compétences. Puis au fur et à mesure que l'on développe ces compétences, c'est comme monter des marches. On atteint un niveau d'expertise expert ou maître. Et les 4 niveaux de compétences, c'est une théorie qui dit le premier niveau de compétence, c'est qu'on est inconsciemment incompétent. On n'est pas au courant, on n'a pas les connaissances sur certaines compétences qu'il nous faut pour avoir du succès. Donc, on est inconsciemment. À un moment donné, quand on en prend conscience, bien là, on se rend compte que ces compétences-là, il faut les développer pour être meilleur. Finalement, on chemine vers la conscience compétente et à un moment donné, ça devient comme une seconde nature. On le fait sans même y penser, donc on devient inconsciemment compétent. Fait que ça, c'est un beau modèle qui nous montre comment faire l'acquisition de ces compétences-là. 2 obstacles majeurs à l'atteinte de votre succès.
L'ignorance. Bien, l'ignorance, c'est le manque de connaissances sur un sujet, tout simplement. Donc, quand on n'est pas au courant, comme je viens de vous parler de ces 6 compétences-là, les générations précédentes n'étaient pas vraiment au courant, ils n'avaient pas de plan en début de carrière, ces choses-là. Donc, quand on n'a pas les compétences, la connaissance, c'est difficile d'avoir du succès. Victor Hugo a dit « La liberté commence où l'ignorance finit ». Donc, quand on a les connaissances nécessaires pour avoir du succès, c'est très important. Et puis, ignorer. Ignorer, c'est quand on a les connaissances et qu'on ne les applique pas. Comme vous le savez tous, il y a certaines choses dans notre vie, on sait qu'on devrait faire, mais on ne les fait pas. Ça a des conséquences négatives. Par exemple, faire de l'exercice. On sait qu'on devrait faire de l'exercice, on devrait se coucher plus tôt le soir, on devrait étudier plus pour un examen, on ne le fait pas. Donc, ça, c'est ignorer. Et Albert Einstein a dit la folie, c'est de refaire toujours la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents. Donc, les générations précédentes ont toujours fait les mêmes choses, puis on se retrouve avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Des solutions. Je propose 4 solutions pour acquérir ces compétences-là. Premièrement, je poserai la question, quel est un élément essentiel au succès à tout projet en ingénierie? Est-ce que vous avez une idée? Un plan. Excellent. Merci, Jonathan. Donc, avoir un plan, avoir des devis, avoir une stratégie. Les 4 solutions que je propose, premièrement, acquérir et utiliser les connaissances sur ces 6 compétences-là. Travailler avec un coach, un mentor. Un coach, un mentor, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui peut vous aider dans l'acquisition de ces connaissances-là, qui peut vous aider à cheminer, qui peut vous aider à faire un plan pour votre vie, un plan avec de développement de vos compétences. Ça peut être un plan qui est basé sur vos objectifs, votre vision, c'est quoi que vous voulez devenir dans votre vie, c'est quoi que vous voulez faire au travail. Il faut avoir un plan 5 ans, 1 an, mensuel. Puis quand on a un bon plan, à chaque semaine, on travaille sur des activités qui vont nous amener vers notre résultat final. Dernièrement, le 5 Hours Rule, c'est une pratique qui est très répandue chez les gens qui ont beaucoup de succès, par exemple les milliardaires. Et puis, cette pratique-là a été inventée par Benjamin Franklin dans les années 1700. Ça consiste tout simplement à consacrer 1 heure par jour à votre développement personnel. Il y a beaucoup de bons articles sur LinkedIn à ce sujet-là. Les personnes comme Elon Musk, Bill Gates, toutes les personnes connues, Larry Page, ils pratiquent toutes ces choses-là. Donc, il faut s'arrêter 1 heure par jour, réfléchir à notre futur, lire des choses qui vont nous aider à progresser dans la vie, travailler sur ces compétences-là. Très important. Pour faire une récapitulation, comme je vous ai dit, vous allez être bien préparé pour certains aspects de votre carrière, un peu moins pour d'autres. Pour tous les autres aspects de votre vie, vous n'êtes pas vraiment bien préparé. Donc, je vous ai parlé des besoins des ingénieurs de nos jours. Je vous ai proposé 6 compétences à développer. Je vous ai parlé de l'ignorance, de ne pas avoir les connaissances sur ces compétences-là, d'ignorer lorsqu'on connaît des choses qu'on sait qu'on devrait faire pour avoir du succès et qu'on ne les fait pas, c'est ignorer. Et je vous ai proposé 4 solutions pour y arriver. Fait que maintenant, vous faites face à 2 choix. Premièrement, est-ce que vous allez avancer aveuglément dans la vie comme les générations précédentes? Ou deuxièmement, est-ce que vous allez appliquer les 4 solutions que je vous propose là pour faire l'acquisition de ces compétences-là pour avoir vos succès? Lequel choisirez-vous? Est-ce que vous ferez comme les générations précédentes ou vous ferez différemment? Choisirez-vous l'ignorance ou la connaissance? Ou choisirez-vous la sagesse ou la folie, tel que Einstein nous l'a mentionné? En tant qu'ingénieur, vous serez les constructeurs de l'histoire, de la technologie, de la société de demain, mais il ne faut pas oublier d'être les constructeurs de votre propre histoire, tant au niveau personnel que professionnel. Et là-dessus, je vais terminer avec une citation de James Kip Finch qui a dit « L'ingénieur a été et est un fabricant de l'histoire ». Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Je
vais faire parvenir à Nice la présentation PowerPoint qui va pouvoir vous la distribuer. Si vous avez des questions en dehors, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de... Je vais peut-être ajouter des liens sur certains articles qui vont vous donner plus. En 15 minutes, là, je pense que j'aurais pu passer une journée complète à élaborer sur chacune des compétences. Fait qu'en 15 minutes, c'est très court pour élaborer là-dessus. Mais comme tantôt j'ai posé la question, Jonathan y a répondu. Si vous avez un plan en début de carrière qui touche à tous les aspects de votre vie, c'est ça qui va faire la différence. Puis au niveau financier, on l'a vu, on a vu les chiffres tantôt, là. Si vous avez un plan, vous allez avancer progressivement. Au début, je pense que la plus grosse erreur que les gens commettent, c'est que la vie, c'est un marathon. Il y a beaucoup de gens qui partent comme si c'était un sprint. Les gens s'endettent par-dessus la tête, s'achètent des grosses voitures, grosses maisons. Là, ils s'endettent jusqu'ici. Et puis, ils ne sont pas capables de faire face à leurs obligations souvent. Il y a certaines statistiques qui disent que 47 des Québécois sont très stressés par leurs finances. Et puis, la semaine passée, le président de la Banque nationale disait que le niveau de tolérance face à l'augmentation des taux hypothécaires des Québécois est de seulement 2 Donc, une augmentation de 2 des taux hypothécaires, il y a énormément de gens qui ne seraient pas capables de faire face à cette obligation-là. En anglais, il parle du $1,000 problem, c'est-à-dire que les personnes, il y a beaucoup de personnes que s'il y a un problème qui se présente qui coûte plus que 1 000 ne sont pas capables d'y faire face parce qu'ils n'ont pas le cash flow pour y faire face. Donc, en ayant un plan, ça va vous aider beaucoup à avoir plus de succès. Une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que jusqu'à la fin de vos études, la première partie de votre vie, le chemin était tout tracé. Tout ce que vous avez eu à faire, c'est d'entrer dans le système scolaire, suivre les étapes. C'est sûr qu'à l'université, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde qui ne se rendent même pas à l'université. Ils décident de tout de suite aller sur le marché du travail. Mais après ça, quand vos études se terminent, il n'y a plus de chemin. Donc, si vous avez un plan, vous allez avoir un chemin, puis c'est ça qui va vous amener au succès. Je vous remercie beaucoup d'être présent, et ça m'a fait plaisir. Alors, bonjour, messieurs, dames. Alors, tout d'abord, merci au reste de m'avoir invité à faire partie de cette conférence sur l'atteinte de la liberté financière. Surtout que pour moi, ça a été quand même un enjeu particulièrement critique. C'est grâce à cette liberté que j'ai pu faire mon retour aux études. Donc, dans le passé, j'ai eu un très bon emploi. Je travaillais beaucoup, je faisais peut-être trop d'heures par semaine, 70 heures par semaine en moyenne. Puis, j'avais pas le temps de dépenser, fait que j'ai accumulé quand même un bon montant. Puis, j'ai utilisé certaines stratégies comme mettre de l'argent dans mes REER. Puis, quand j'ai entamé mon retour aux études, j'ai commencé à retirer ces montants-là pour justement avoir la liberté d'étudier sans avoir à travailler, puis de pouvoir justement aller chercher un baccalauréat pour réaliser des défis qui me parlaient plus. Donc, mon nom, Mathieu Faneuf, je suis CEO et cofondateur d'Agrilog.
Dans le fond, chez Agrilog, on contribue à la sécurité financière de nos producteurs de grandes cultures en sécurisant l'entreposage de leurs grains. Nos producteurs vont entreposer jusqu'à 100% de leur récolte pour vendre plus tard leur récolte, pour être capable d'aller chercher un meilleur prix sur le marché. Mais ce que ça fait, c'est que 100% de leurs revenus de leur entreprise sont en entreposage. Puis s'il n'y a pas une gestion saine qui est faite à ce niveau-là, ben il y a des pertes qui peuvent être énormes. Un producteur moyen va entreposer pour 1,5 million en grains. Puis s'il ne fait rien, ben un silo, ça peut prendre en feu. Hein. Fait que dans le fond, pour commencer, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement mon processus de retour aux études jusqu'au lancement de l'entreprise. Fait que dans le fond, je ne suis pas atterri ici par hasard. J'ai fait mes recherches avant de m'inscrire à une université. Puis j'ai vu qu'il y avait un organisme à l'époque qui s'appelait le Santec. Puis le Santec aidait les jeunes entrepreneurs technologiques à justement mettre en place leur entreprise, fonder l'entreprise. Donc, j'ai choisi l'ETS. Durant ma formation, j'ai suivi une série de cours liés à l'entrepreneuriat pour aller chercher justement des outils pour structurer le projet, puis bien m'outiller pour l'avenir. J'ai déjà parti des entreprises dans le passé, puis il y en a qui ont été corrects. Il y en a d'autres, ben, je les ai rentrés dans le mur, fait que ça n'a pas marché. Puis ça peut faire mal. Fait que de tomber en pleine face, c'est pas grave, du moment que tu te relèves. Puis si tu tombes par en avant, ben, au moins tu as avancé. J'ai appris beaucoup de choses, mais en faisant ces cours-là aussi, j'ai appris comment j'aurais pu éviter un paquet d'erreurs. Puis j'ai été en chercher aussi des outils encore plus avancés là, pour la suite. Puis pendant, justement, en faisant le cours NT 202, j'ai discuté un peu avec Pierre Laferrière, puis il m'a parlé de... Bon, il y avait un nouveau club étudiant à l'époque qui s'appelait Loretz, que j'ai décidé de m'impliquer aussi. Ce que ça m'a apporté, c'est que à travers le réseau de contacts qu'on s'est développé en allant justement faire du démarchage dans le marché pour aller chercher des sponsors, puis en assistant à des événements, j'ai tissé des contacts qui aujourd'hui me sont très utiles. Quand on parle de financement, je connais déjà des gens dans certaines tours ici au centre-ville qui sont capables de nous appuyer et de nous aider aussi. Puis ces gens-là connaissent du monde. Fait que, un projet, c'est pas une idée, c'est pas comment tu es bon, mais c'est vraiment qui tu connais, puis les gens qui sont avec toi. On a tous une intelligence, on a des capacités particulières, mais c'est d'aller chercher justement le savoir-faire, et non pas juste le savoir technique, le savoir-faire de nos gens à l'interne, qui va faire en sorte que le projet va être viable et va bien fonctionner. Fait que comment Agrilog est né? Dans le fond, au début, là, j'arrive à la fin de mon parcours universitaire. Fait qu'il y a le cours de projet final. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire un projet sur quelque chose qui me passionne peut-être pas, je vais essayer de faire moi-même mon propre projet. À savoir, je viens du milieu agricole. Fait qu'avant même d'être ingénieur, j'ai cumulé quand même une série d'années d'expérience. Du moment où j'ai été assez grand et assez lourd pour être capable de peser sur la cloche du tracteur, j'ai commencé à travailler sur une ferme. Fait que j'ai quand même un savoir-faire à ce niveau-là. De combiner mon savoir-faire passé avec celui de l'ingénierie m'a permis facilement d'approcher des cultivateurs, trouver une problématique, travailler là-dessus, puis on a bâti un projet. Au début, il n'y avait pas... C'était le projet silo. Là, c'est devenu Agrilog aujourd'hui. Fait que le processus, c'est ça. J'ai rencontré un cultivateur, il a parlé d'une problématique. Fait que j'ai monté un dossier, j'ai présenté ça à l'école dans le cadre des projets spéciaux. Fait que on était 4 étudiants, on a travaillé au niveau du prototypage d'une solution. Fait qu'on a fait ça pendant une session. On était trois en ailé, justement dans le projet spéciaux, mais il y avait aussi une personne en logiciel qui, lui, faisait son PFE. Fait qu'on était 4 personnes. Ensuite, à 3 reprises, on a travaillé dans le cadre du projet de fin d'études, justement, sur le prototype. On a fait des itérations, puis on a avancé tranquillement vers la solution qu'elle est aujourd'hui. Puis, on a déposé notre candidature au Santec. On a participé à l'automne, justement,
à la cohorte d'accélération. Fait qu'on a déposé, on est accepté, on a passé au travers. Maintenant, on est rendu à l'étape de propulsion. Donc, vraiment, les 2 prochaines années, c'est de commercialiser la solution. Fait que quand vous êtes une start-up, ben, vous avez des idées, mais vous n'avez pas une scène. Fait que vous êtes pauvre, puis vous vendez vos idées, puis vous essayez justement d'embarquer les gens autour d'une philosophie, d'une mission, d'une vision. Mais il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour faire avancer votre projet. Nous, justement, dans le cadre des cours ici, il y a des étudiants qui se sont rassemblés autour de cette idée-là, puis ont quand même permis de rendre le projet viable. Fait qu'il y a plein de façons d'avancer. Il faut faire les choix judicieux, puis avec ces choix-là, ben, on est capable justement de réaliser nos rêves. Bon, avec une bonne stratégie au niveau financier, ben, on peut atteindre nos objectifs dans la vie. Fait que, grosso modo ça, puis je vais oublier, je voulais faire un rappel avec ce que Pierre a dit, connecting the dots, ben, c'est ça, moi je finissais mon bac en ingénierie, mais je me suis dit, OK, mais là, je m'en vais où, là? L'ingénierie, c'est nouveau pour moi, mais j'ai un passé, j'ai des acquis. Fait que j'ai connecté justement mon passé avec mon présent pour bâtir mon futur. Maintenant, ben, post-études, ben, je continue à faire des cours au niveau de la maîtrise. Il y a GS 840. Moi, je vous le suggère très fortement. C'est un cours au niveau de tout ce qui est de la propriété intellectuelle. En tant qu'ingénieur, vous allez signer des ND toute votre vie, quasiment un par année, si ce n'est pas un par mois, là, dépendamment sur quoi vous travaillez. Au niveau des dessins industriels, les brevets, il y a plein de choses à savoir qui va créer de la valeur dans votre savoir-être, savoir-faire, pour votre métier, justement, d'ingénieur. Votre boss, ça se peut qu'il arrive, on va faire telle affaire, puis tu vas être capable de lever un flag, de dire, ben, tu sais, il y a peut-être des brevets là-dessus, là, ou on devrait peut-être le breveter parce que ça a tellement de la valeur, on pourrait, justement, sécuriser notre produit, puis être vraiment les seuls à pouvoir tirer profit de cette idée-là. Vous travaillez fort sur une idée, mais à un moment donné, il faut quand même la protéger. Puis on continue à soumettre des projets, autant aux projets de fin d'études, puis les 400. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on amène comment je pourrais dire, des projets cool, avec plein d'opportunités, avec la largesse que les étudiants ont de pouvoir justement explorer des avenues. Nous, ça nous permet d'avoir des idées externes, d'explorer des avenues, puis justement là, d'être capable d'aller plus loin. Fait que dans le fond, on profite de ça, mais aussi on rend service aux étudiants en pouvant justement s'exprimer et explorer des choses au niveau de leur carrière personnelle. Si j'ai un message à vous laisser, pour moi, ce qui est primordial dans la vie, c'est d'être libre et indépendant. J'ai croisé même la session dernière là, un professeur. Là, il est en voie d'être professeur, il ne l'est pas encore. Mais il disait qu'il passe son temps à dire à ses étudiants, accumulez-vous au moins 6 mois d'air lousse. Là. Fait que si à un moment donné, dans votre job, là, ça tourne au vinaigre, ce que vous faites, ça ne vous plaît plus, puis finalement, il y a quelqu'un qui vous écœure, là, ben, vous leur dites, ciao, bye, mon chum, moi, dans la vie, je fais ce que je veux, je suis libre, je suis indépendant, la job, il y en a partout. Moi, je n'ai jamais manqué de travail, vous en manquerez jamais, surtout pas en ingénierie. Mais donnez-vous la liberté de réaliser vos rêves, soyez indépendant, puis faites attention à vos finances. Avez-vous des questions? Je sens des interrogations, mais peut-être non. Bougez pas tout le monde, on va essayer de faire un